que je dois vous demander une chose un peu étrange. Allez-y. Voyez-vous, j'ai décidé récemment d'essayer de faire des portraits. Naturellement, je ne suis pas peintre. Et de fait, mon intention est d'écrire des portraits. Je ne sais pas encore très bien ce que ça signifie, et j'ai envie d'essayer. Et pour être franc, j'aimerais bien commencer avec vous. Donc, c'est le cas. Je voudrais vous demander si vous seriez prête à poser pour moi dans mon atelier, à poser pour un portrait. Pour vous faire une idée, vous pouvez penser à ce qui se passe avec un peintre ou un photographe. Ce ne serait pas très différent, la situation est la même si vous parvenez à l'imaginer. Je continue ou préférez-vous qu'on en reste là? Continuez. J'ai loué cet atelier dans le cadre. Tranquille. J'y ai mis un lit, 2 fauteuils, bien plus, parquet au sol, mur défraîchi, un bel endroit. Ce que j'aimerais, c'est que vous veniez 4 heures par jour pendant une trentaine de jours, de 16h à 20h, sans jamais sauter de jour, même le dimanche. J'aimerais que vous soyez ponctuel, que quoi qu'il arrive, vous posiez là pendant 4 heures, ce qui pour moi signifie simplement vous laisser regarder. Nous ne devons pas rester dans une position que j'aurais choisie, mais juste évoluer dans cet espace, à votre convenance, marcher ou vous allonger, vous asseoir, où bon vous semble. Vous n'aurez ni à parler, ni à répondre à aucune question, et je ne vous demanderai jamais de faire quoi que ce soit de particulier. Je continue. Oui. Je voudrais que vous posiez nu. Je pense que c'est une condition indispensable à la réussite du portrait. Ce que je voudrais, c'est que vous preniez cette clé et que vous vous en serviez pour rentrer dans l'atelier chaque jour à 16h. Peu importe ce que je fais, moi, vous devez m'oublier, comme si vous étiez seul dans cette pièce en permanence. Je vous demande seulement de vous en aller à 20h précises, tous les soirs, et de fermer la porte derrière vous. Quand on aura terminé, vous vous rendez à la clé, buvez votre café avec ma parole. Continuez. J'en ai parlé à Tom. Il est d'accord pour vous donner ces 35 jours, au terme desquels vous reprendrez votre travail à l'agence. Je suis conscient que malgré tout, ça impliquerait un engagement important de votre part aussi. Je vous propose la somme de 5 000 livres en compensation des désagréments occasionnés. Un dernier point essentiel, si vous acceptez, il ne faudra en parler à personne. C'est un projet que j'entends mener de la façon la plus discrète possible, et je n'ai aucun intérêt à ce que la presse ou n'importe qui d'autre soit au courant. Nous deux, et Tom, serons les seuls à savoir, et pour moi, il est capital que cela reste entre nous. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Dans mon souvenir, pâtisserie et musique. Éventuellement, je pourrais apporter des livres, Non, de la musique. non plus. Je pense qu'il faudrait que vous vous retrouviez seul avec vous-même, c'est tout, pendant un temps largement déraisonnable. J'imagine que sur la question de la nudité, il est inutile de discuter. Croyez-moi, ce sera plus embarrassant pour moi que pour vous. Non, ce n'est pas ça. La dernière fois qu'on a demandé à me regarder, cela ne s'est pas très bien passé. Mais j'ai lu vos livres.
Et vous m'inspirez confiance. Vous voulez un peu de temps pour réfléchir? Non? Essayons. Alors, ils se turent à un bon moment, chacun plongé dans ses pensées. On aurait dit un de ces couples qui s'aiment depuis un temps infini et qui n'ont plus besoin de se parler. Jasper, lui, il expliqua pour la clé et tout le reste. Il expliqua qu'il travaillerait volets fermés et lumière allumée. Il insista sur le fait qu'en sortant, elle ne devait surtout rien éteindre. Mais il n'y a pas d'éclairage? Ça va venir. Avant de sortir, Rebecca jeta un dernier coup d'œil autour d'elle. Et vous serez où, vous? Oubliez-moi, je n'existe pas. Je me mets d'accord pour commencer le lundi suivant. Le lundi suivant, pendant environ 2 heures, il tourna dans quelques librairies d'occasion, cherchant, sans trouver, un manuel sur l'utilisation des encres. Vers 17 heures, il entra dans un café parce qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. Quand il s'aperçut qu'il était déjà 18 heures, il sortit pour se rendre dans un petit supermarché biologique situé à proximité et là s'acheta 2-3 choses pour dîner. Puis il se dirigea vers la station de métro la plus proche, s'attardant un peu pour visiter une laverie qu'il trouva sur son chemin. Depuis longtemps, il caressait l'idée de rédiger un guide des 100 meilleurs endroits où laver son linge à Londres. Aussi, ne manquait-il aucune occasion de prospecter. Il arriva chez lui à 19h20, il prit sa douche, mit un disque de Billie Holiday, prépara son dîner en réchauffant à feu doux une crème de lentilles qu'il nata ensuite de parmesan râpé. Quand il eut fini de manger, il laissa tout sur la table et s'étendit sur le canapé après avoir choisi les 3 livres auxquels il consacrerait sa soirée. À 21h15, le téléphone sonna. En temps normal, j'espère que Gwyn n'aurait pas répondu, mais on n'était pas en temps normal. Allô? Allô, Rebecca à l'appareil. Bonsoir, Rebecca. Excusez-moi de vous déranger, je voulais juste vous dire que j'y suis allée aujourd'hui, à un atelier. Je ne me doutais pas. Parce que je me suis demandé si je ne m'étais pas trompée de jour. Non, non, c'était bien aujourd'hui. Alors ça va, je peux aller me coucher tranquille. Certainement. Je suis rentrée et j'ai fait tout ce que vous m'avez dit. Très bien. Vous n'avez pas éteint la lumière, n'est-ce pas? Non, j'ai tout laissé comme c'était. Parfait. Alors à demain. Oui, Bonne nuit, Rebecca. bonne nuit et pardon de vous avoir dérangé. J'espère que Gwyn retourna à sa lecture. Le jour suivant, par contre, il était déjà là quand Rebecca arriva. Il s'était assis par terre, adossé au mur. Dans l'atelier se déroulait une boucle musicale de David Barber, un fleuve lent. Rebecca salua avec un sourire prudent. Jasper Gwyn fit un signe de tête. Il portait une veste légère et avait choisi pour l'occasion des chaussures en cuir, à lacets marron clair. Elle lui donnait un air sérieux, professionnel. Quand Rebecca commença à se déshabiller, il se leva pour aller mieux fermer les volets d'une des fenêtres, surtout parce qu'il lui paraissait inélégant de rester là à regarder. Elle abandonna ses vêtements sur un des fauteuils. La dernière chose qu'elle retira fut un t-shirt noir. Elle ne portait rien en dessous. Elle s'assit sur le lit, sa peau très blanche, un tatouage au creux des reins.
diagrammer forme d'unité cette silhouette qui semblait, pour des raisons encore à éclaircir, n'avoir aucune cohérence. Il se dit que sans ces vêtements, elle donnait l'impression d'une forme aléatoire. Il perdit presque immédiatement la notion du temps et le simple fait d'observer lui devint naturel. Parfois, il baissait le regard comme d'autres seraient remontés à la surface pour respirer. Pendant un long moment, Rebecca resta assise sur le lit. Puis Jasper Green la vit se lever et lentement mesurer la pièce à petits pas, les yeux rivés au sol, et chercher des points imaginaires pour poser ses pieds. Les pieds de fillette. À chaque mouvement, on pouvait croire qu'elle s'efforçait de rassembler des parties d'elle-même qui n'étaient pas destinées à rester ensemble. Son corps semblait résulter d'un effort de volonté. Elle revint vers le lit, s'étendit sur le dos, la nuque posée sur l'oreiller, elle gardait les yeux ouverts. À 20h, elle se rhabilla. Elle se rassit quelques minutes, enveloppée dans son imperméable, sur une chaise, pour respirer un peu. Enfin, elle se leva et partit, juste un timide signe de salut. Jasper Green demeura immobile quelques instants. Lorsqu'il se leva, ce fut pour aller s'allonger sur le lit. Il fixa le plafond. Il avait calé sa tête dans le creux de l'oreiller laissé par Rebecca. Le lendemain, il eut envie d'apporter un carnet. Il le prit pas trop petit, couleur crème. Ainsi, au crayon, il écrivit quelques mots de temps en temps, puis arrachait la page pour la fixer sur le parquet avec une épingle, choisissant à chaque fois un endroit différent, comme s'il posait des pièges. À un moment donné, il écrivit une phrase et flâna un peu à travers la pièce avant de choisir un point par terre, non loin de l'endroit où se trouvait alors Rebecca, debout, adossée contre un mur. Il se pencha et fixa la page sur le parquet avec l'épingle. Puis il leva le regard vers Rebecca. Il n'avait jamais été aussi près d'elle depuis qu'il avait commencé. Rebecca le fixait dans les yeux et le faisait avec bienveillance, sans intention particulière, et continuèrent comme ça à se dévisager. Leur respiration était lente, suivant le fleuve musical de David Harber. Enfin, Jasper Green baissa le regard. Avant de partir, Rebecca traversa la pièce et alla se planter à l'endroit précis où Jasper Green s'était recroquevillé dans un coin, assis par terre. Elle s'assit à côté de lui, jambes tendues, cachant ses mains entre ses cuisses, l'une contre l'autre, paume vers l'extérieur. Elle ne se tourna pas vers lui, elle était là, simplement, la tête appuyée contre le mur. Jasper Green se laissa alors envahir par sa proximité tiède et son parfum jusqu'à ce que Rebecca se lève, se raville et s'en aille. Une fois seul, Jasper Green prit encore quelques notes sur les pages de son carnet et fixa ces dernières sur le sol, en des points qu'il détermina avec une minutieuse attention. Prisonnière de ces bouts de papier, Rebecca prit l'habitude les jours suivants de se déplacer en dessinant des trajectoires qui la menaient de l'un à l'autre, comme si elle cherchait le contour de quelque forme. Elle ne s'arrêtait jamais pour les lire, elle tournait juste autour. Lentement, Jasper Green vit changer son attitude, sa façon de se dévoiler, ses gestes, de moins en moins prévisibles. C'était peut-être le 7e ou le 8e jour, quand tout à coup, il la vit
s'animait sous ses yeux d'une beauté surprenante, sans faille. Cela ne dura qu'un instant, comme si elle savait pertinemment jusqu'où elle s'était aventurée et qu'elle n'avait pas l'intention de s'y attarder. Aussi, décala-t-elle son centre de gravité, levant une main pour arranger ses cheveux, et redevint imparfaite. Ce même jour, à un moment donné, elle se mit à murmurer à voix basse, couchée sur le lit. Jasper Glynn ne pouvait entendre ces mots et ne le voulait pas, mais elle continua. Durant plusieurs minutes, elle souriait de temps en temps ou redevenait silencieuse, puis reprenait. Elle semblait raconter quelque chose à quelqu'un. En parlant, elle faisait glisser de haut en bas la paume de ses mains sur ses jambes étendues. Quand elle se taisait, ses mains s'arrêtaient. Sans même s'en apercevoir, Jasper Glynn finit par s'approcher du lit, comme s'il cherchait à capturer un petit animal et qu'il se trouvait à quelques pas de son terrier. Pour seule réaction, elle abaissa encore le ton de sa voix et continua à parler, mais bougeant à peine les lèvres, dans un frémissement qui cessait parfois puis reprenait. Le lendemain, tandis que Jasper Glynn l'observait, ses yeux s'emplirent de larmes. Mais ce fut un moment passager, un flux de pensées ou de souvenirs en fuite. Si Jasper Glynn avait dû dire quand il commença à croire qu'il tenait quelque chose, il aurait probablement mentionné le jour où elle avait soudain enfilé sa chemise, sans que ce soit une manière de revenir sur une décision quelconque, mais plutôt une volonté de s'aventurer au-delà de ce qu'elle avait décidé. Elle la regarda un peu comme ça, déboutonnée, jouant avec les poignets, alors quelque chose en elle dérapa, pour ainsi dire de façon latérale. Et Jasper Glynn sentit pour la première fois que Rebecca lui laissait entrevoir son portrait. Cette nuit-là, il sortit se promener dans la rue et marcha pendant des heures sans éprouver de fatigue. Il remarqua qu'il y avait des laveries qui ne fermaient jamais et enregistra cette information avec une certaine satisfaction. Il ne la voyait plus grosse, ni belle. Et toutes les choses qu'elle avait pu penser d'elle ou déceler en elle avant d'entrer dans cet atelier s'étaient radicalement dissoutes. Voire n'avait jamais existé, de même, il ne voyait plus le temps passer là-dedans, mais plutôt un instant unique se déroulait toujours pareil. Il commençait à reconnaître parfois des passages de la bouche de David Barber et leur répétition périodique, toujours identique, donnait à n'importe quel mouvement une fixité poétique face à laquelle le spectacle du monde au dehors perdait tout charme. Le fait que tout prenne forme au cœur d'une seule lumière immobile, au reflet enfantin, était source d'un bonheur infini, les odeurs de l'atelier, la poussière qui se déposait sur les choses, la saleté à laquelle personne ne s'opposait, tout évoquait un animal en phase d'hibernation, respirant lentement, dérobé à la plupart des regards. Souvent il arrivait en retard, quand Rebecca était déjà dans l'atelier. Il pouvait s'agir d'une dizaine de minutes, mais parfois d'une heure. Il le faisait délibérément, il aimait la trouver étrangère à elle-même, abandonnée au fleuve sonore de David Barber, et dans cette lumière, tandis que lui était encore sous l'emprise de la réalité crue et du rythme du monde extérieur. Il entrait alors en faisant le moins de bruit possible et s'arrêtait sur le seuil, la cherchant du regard comme dans une grande volière. L'instant où il la repérait, c'était l'image la plus nette qu'il garderait en mémoire. Elle, avec le temps, s'était habituée, ne bougeait pas à l'ouverture de la porte. Elle se tenait comme elle se tenait. Depuis plusieurs jours, désormais, ils avaient renoncé à tout rituel de salut fortuit, au moment de se retrouver, de se quitter. Un jour, il entra et Rebecca dormait, étendue sur le lit, les genoux montés sur le côté, elle respirait doucement.
Asbergwin approcha sans bruit un fauteuil au pied du lit. Il s'assit et la regarda longuement, comme il ne l'avait encore jamais fait de près, attentif aux détails, aux plis de son corps, aux nuances de blanc de sa peau, toutes ces petites choses. Le but n'était pas de les graver dans sa mémoire, elle ne servirait pas pour son portrait, mais cet exercice d'observation lui faisait découvrir une proximité clandestine qui l'aidait en revanche et lui permettait d'aller plus loin. Il laissa le temps s'écouler sans bousculer les idées qu'il sentait sur le point d'arriver rares et désordonnées comme des gens passant une frontière. Soudain, Rebecca ouvrit les yeux et le vit. Instinctivement, elle referma les jambes. Puis lentement, elle les écarta à nouveau, retrouvant la position qu'elle venait d'abandonner. Elle le fixa quelques instants et referma les yeux. J'espère, resta près du lit. Ce jour-là, il s'approcha tellement de Rebecca qu'il fut naturel à la fin de la rejoindre. D'abord en traversant une torpeur pleine d'images, et glissant ensuite vers le sommeil, sans opposer de résistance, affalée dans son fauteuil. Mais cela parut normal à Rebecca. Quand elle rouvrit les yeux, une chose qui devait arriver, l'écrivain endormi. Quelle étrange douceur. Elle descendit du lit silencieusement. Il était 20 heures passées. Avant de se rhabiller, elle s'approcha de Jasper Green pour le regarder. Cet homme, pensa-t-elle. Elle fit le tour du fauteuil, et comme il avait un coude posé sur la coudoir, la main flottant dans le vide, elle avança ses hanches vers cette main, presque jusqu'à l'effleurer, et demeura un instant immobile. Les doigts de cet homme et mon sexe, pensa-t-elle. Elle se rhabilla sans faire de bruit. Elle sortit alors qu'il dormait encore. Comme chaque soir, elle fit ses premiers pas dans la rue, avec l'hésitation d'un animal qui vient de naître. Pour se rendre à l'atelier, elle prenait le métro, mais descendait toujours à la station précédente pour marcher un peu avant de se mettre au travail. En chemin, elle faisait tourner la clé dans sa main. Et sa manière de commencer la séance. Une autre chose qu'elle faisait était de réfléchir à l'ordre dans lequel elle allait enlever ses vêtements bizarres, mais à force d'évoluer près de cet homme au quotidien, elle finissait par acquérir une forme de précision dans ses gestes qu'elle n'aurait jamais cru nécessaire. Ça portait à croire que tout se valait pas et que quelqu'un, quelque part, orchestrait chacun de nos actes. Un jour, certainement, ce quelqu'un nous en demanderait compte, et elle tournait la clé dans la serrure et entrait. Elle ne percevait pas tout de suite sa présence ou son absence. Elle avait appris que c'était pas important. Toutefois, elle ne se sentait pas en sécurité tant qu'elle ne le voyait pas, ni tranquille tant qu'il ne la regardait pas. Elle n'aurait pu l'imaginer avant, mais la chose précisément la plus absurde, cet homme qui l'épiait était devenu un point d'ancrage incontournable sans lequel elle ne pouvait se retrouver pleinement. Troublée, elle s'aperçut qu'elle prenait conscience d'être nue uniquement
lorsqu'elle était seule et qu'il ne la regardait pas. Par contre, sa nudité devenait naturelle quand il l'observait et elle avait alors l'impression d'être vêtue et accomplie comme une œuvre d'art. Au fil des jours, elle se surprit à désirer qu'il s'approche et souvent son obstination à rester collé au mur, réticent à accueillir ce qu'elle lui aurait accordé sans aucune difficulté, la frustrait. Aussi arrivait-il que ce soit elle qui s'approche. Mais ce n'était pas simple, il fallait être capable d'éviter tout comportement pouvant s'apparenter à une tentative de séduction. Elle en venait à être brusque dans ses gestes et inexacte. C'était toujours lui qui rétablissait une distance indolore. J'espère, oui, qu'une fois ne se montrera pas. Rebecca a eu le temps de faire des calculs. 18 jours étaient passés depuis qu'ils avaient commencé. Elle remarqua qu'au plafond, il y avait aussi 8 ampoules. Fou comme il était, il se pourrait fort bien que Jasper Green attribue à cette coïncidence une signification particulière. C'était sans doute pour cela qu'il n'était pas venu. Elle se rhabilla à 20h précises et mit beaucoup de temps pour rentrer chez elle, comme si d'abord elle attendait qu'on lui rende quelque chose. Le jour suivant, également, Jasper Green ne vint pas. Rebecca sentit les heures passer avec une lenteur exaspérante. Elle était sûre qu'elle allait le voir apparaître, mais il n'en fut rien. Et quand elle se rhabilla à 20h précises, elle le fit avec colère. Dans la rue, en marchant le soir, elle se dit qu'elle était idiote, que c'était juste un travail, qu'elle s'en fichait après tout. Mais en même temps, elle essayait de se rappeler si elle n'avait pas perçu quelque chose d'étrange chez lui la dernière fois qu'ils s'étaient vus. Elle le revoyait le nez dans son carnet, rien d'autre. Le lendemain, elle arriva en retard, exprès, d'une poignée de minutes seulement, mais pour Jasper Green, elle le savait. C'était une énormité. Elle entra. L'atelier était désert. Rebecca se déshabilla, mais ne put trouver le cynisme ou la légèreté pour ne penser à rien, condamnée à mesurer son anxiété qui allait crescendo. Elle n'arrivait pas à faire ce qu'elle devait faire, être soi-même simplement. Pourtant, elle se rappelait très bien comment ça lui avait été facile le premier jour quand il ne s'était pas présenté. Évidemment, il s'était passé quelque chose entre-temps, une sorte de pérégrination. Maintenant, elle ne pouvait plus revenir en arrière d'aucune façon. D'ailleurs, sans lui, aucun chemin ne s'offrait à elle. « Tu es bête », pensa-t-elle. « Il a dû tomber malade. Il doit travailler chez lui. Il a peut-être déjà fini. Il est peut-être mort. » Mais elle savait que ce n'était pas possible. Parce que Jasper Green était un homme exact, même dans l'erreur. Elle s'étendit sur le lit et pour la première fois sentit poindre en elle un sentiment de peur à rester là toute seule. Elle se demanda si elle avait bien fermé la clé. Elle refit le calcul, peut-être pour être vraiment sûre, elle ne l'avait pas vu depuis 3 jours. Dans sa tête défilèrent à nouveau ces 3 après-midi remplis de rien. Ce fut encore pire. « Détends-toi », se dit-elle, « il va arriver. » Elle ferma les yeux et commença à se caresser, d'abord lentement, le corps, puis entre les jambes, sans penser à rien de particulier, et ça lui fit du bien. Elle se tourna légèrement sur le côté parce qu'elle aimait le faire comme ça. Elle rouvrit les yeux face à la porte d'entrée. Elle va s'ouvrir, et je ne m'arrêterai pas, pensa-t-elle. Il n'existe pas. Moi, j'existe. Et voilà ce que j'ai envie de faire maintenant, Jasper Green. J'ai envie de me caresser. Ouvre seulement cette porte et voyons ce que tu pourras écrire. Je continuerai de le faire jusqu'au bout pour peu m'importe si tu m'observes. Elle referma les yeux. À 20h, elle se leva, se rhabilla et rentra chez elle. Elle pensa qu'il restait une dizaine de jours, guère plus. Elle ne parvenait pas à savoir si c'était peu ou beaucoup.
Une éternité minuscule. Le jour suivant, elle entra et Jasper Green était assis sur une chaise dans un angle de la pièce. On aurait dit un gardien de musée qui veillait sur une œuvre contemporaine. Instinctivement, Rebecca se raidit et lui jeta un regard interrogateur. Lui se limita à la fixer, alors elle, pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, parla. 3 jours que vous n'êtes pas venu. Là, elle découvrit l'autre homme. Il se tenait debout de haut au mur dans un coin. 2 hommes. Il y en avait aussi un autre assis sur la première marche de l'escalier qui montait à la salle de bain. Rebecca haussa le ton de sa voix et dit que c'était pas dans le pacte. Sans toutefois préciser à quoi elle se référait, elle dit encore qu'elle se considérait libre d'arrêter quand elle le souhaitait. Et que s'il pensait que pour 5000 livres, il pourrait tout se permettre, il se mettait le doigt dans l'œil. Qu'elle resta plantée là, immobile, parce que Jasper Green n'avait pas l'air de vouloir répondre. Quel plan de merde, lâcha-t-elle en s'adressant surtout à elle. Elle alla s'asseoir sur le lit, tout habillée, et pendant un bon moment ne bougea plus. Il y avait cette musique de David Berber. Elle décida de ne pas avoir peur. C'était à eux, le cas échéant, d'avoir peur d'elle. Elle se déshabilla avec des gestes secs, se leva et commença à marcher dans la pièce. Elle restait à distance de Jasper Green, mais passait à côté des 2 autres hommes sans les regarder. Où diable a-t-il pu aller les chercher, pensa-t-elle. Elle piétinait les notes, d'abord juste en passant dessus, puis en les déchirant carrément avec la plante des pieds. Elle sentait les têtes d'épingle lui griffer la peau. Ça lui était égal. Il en choisissait certaines qu'elle détruisait, d'autres qu'elle épargnait. Elle s'imagina en domestique dans un château, le soir, éteignant les chandelles dans toutes les pièces, à l'exception de quelques-unes, conformément aux règles de la maison. L'idée lui plut, et peu à peu, elle ravala sa colère, adoptant plutôt la délicatesse qu'on aurait attendue de ce domestique. Elle ralentit le pas, et la dureté de son regard s'estompa. Elle continua à éteindre ses bouts de papier, mais avec un soin différent, presque en douceur. Lorsqu'elle estima avoir fini, sans trop savoir ce qu'elle avait commencé, elle retourna s'allonger sur le lit et plongea la tête dans l'oreiller en fermant les yeux. Elle n'éprouvait plus de colère et s'étonna même de sentir une sorte de sérénité l'envahir. Elle attendait cela depuis des jours, rien ne bougeait autour d'elle, quand soudain elle entendit quelque chose, des pas, puis le bruit sec d'une chaise, de plusieurs chaises déplacées près du lit. Elle n'ouvrit pas les yeux, n'avait pas besoin de savoir, elle se laissa aborder par une obscurité muette, et cette obscurité n'était autre qu'elle-même. Elle pouvait le faire, sans peur, et facilement, parce que quelqu'un l'observait. Elle s'en rendit compte tout de suite. Pour une raison qui lui échappait, elle était enfin seule, parfaitement seule, comme on ne l'est jamais, ou rarement, pensa-t-elle, dans certaines étreintes amoureuses. Elle atterrit très loin, loin de toute temporalité, en lisière du sommeil sans doute, pensant par moments à ces 2 hommes. La toucherait-il ? Et au 3e, le seul pour lequel elle était là vraiment, elle ouvrit les yeux, craignant qu'il ne soit tard. Dans l'atelier, il n'y avait plus personne. À côté du lit, une chaise. Une seule, elle l'effleura en sortant, lentement, du dos de la main. Quand elle entra dans l'atelier à 16 h pile le jour suivant,
La première chose qu'elle remarqua fut que les notes de Jasper Gwyn étaient de nouveau à leur place, pas même froissées, remises au propre, avec leur épingle et tout. Il y en avait des centaines maintenant. Elle ne donnait pas l'impression d'avoir été piétinée. Rebecca leva les yeux et Jasper Gwyn était là, assis par terre, à l'endroit qui semblait être devenu sa tanière, le dos appuyé contre le mur. Chaque chose était à sa place, la lumière, la musique, le lit, les chaises alignées d'un côté de la pièce, bien droite, à l'exception de celle que lui utilisait ponctuellement, restée dans un coin, le carnet couleur crème posé par terre. Quelle sensation de paix, se dit-elle. Je ne l'avais encore jamais éprouvée. Elle retira ses vêtements, prit une chaise, la posa où bon lui sembla, pas trop près de Jasper Gwyn, pas trop loin non plus, et s'assit. Ils restèrent ainsi longtemps, lui l'observait par intermittence, sinon fixer un point dans la pièce, en faisant des petits gestes en l'air, comme pour suivre quelques musiques. Son carnet semblait lui manquer. Il le chercha une fois ou deux du regard, puis finalement renonça à aller le chercher. Il préférait rester appuyé contre le mur. Jusqu'à ce que tout à coup Rebecca se mette à parler. Cette nuit, j'ai pensé à quelque chose. Jasper Gwyn se tourna vers elle, surpris. Oui, je sais, je ne devrais pas parler, je ne vais pas être longue. Sa voix était posée, tranquille. Mais il y a une chose stupide que j'ai décidé de faire, et je ne sais pas vraiment si je le fais pour moi ou pour vous. Simplement, cela me semble juste comme est juste ici la lumière, la musique, tout sauf une chose. Alors voilà ce que j'ai décidé de faire. Elle se leva, s'approcha de Jasper Gwyn et s'agenouilla devant lui. C'est stupide, excusez-moi, mais laissez-moi faire. C'est sur ces mots, comme elle aurait fait avec un enfant, elle se pencha vers lui et lentement lui retira sa veste. Jasper Gwyn n'opposa pas de résistance, il parut rassuré de voir Rebecca plier sa veste de la bonne manière et la déposer par terre avec soin. Ensuite, elle déboutonna sa chemise, sans toucher au bouton des poignets. Elle la lui ôta et là aussi la plia soigneusement avant de la poser sur la veste. Elle sembla satisfaite et pendant un moment ne bougea plus. Puis elle recula un peu et ne se baissa pour défaire les chaussures de Jasper Gwyn. Elle les lui retira. Il cacha ses pieds sous la chaise car tous les humains de sexe masculin sont gênés de montrer leurs chaussettes. Cependant, elle sourit et lui enleva également. Enfin, elle mit tout en ordre, comme il aurait pu le faire, lui, en veillant à ce que rien ne dépasse. Elle regarda Jasper Gwyn et dit que c'était bien mieux comme ça. Voilà qui est beaucoup plus juste. Elle se releva pour aller s'asseoir sur sa chaise. C'était stupide, mais son cœur cognait dans sa poitrine, comme si elle venait de courir. Elle n'avait pas imaginé la scène autrement, dans la nuit, quand ça lui était venu à l'esprit. Jasper Gwyn promena à nouveau son regard autour de lui, toujours en faisant ses petits gestes en l'air. Rien ne semblait avoir changé pour lui. Soudainement, il ressemblait à un animal, pensa toutefois Rebecca. Elle observait son torse maigre, ses bras secs, et se rappela le temps où Jasper Gwyn était pour elle un écrivain parmi d'autres, une photographie, quelques interviews, de longues soirées de lecture captivantes. Elle se rappela quand Tom l'avait envoyé à la laverie la première fois avec ce téléphone portable. Elle avait trouvé cela complètement fou. Alors Tom avait pris le temps de lui expliquer quel drôle de type était ce Jasper Gwyn. Il lui avait raconté que dans son dernier livre, il y avait une dédicace. Elle s'en souvenait peut-être. A. P. Adieu. Il avait dit que P, c'était Paul. Paul était un enfant de 4 ans et Jasper Gwyn était son père. Ils ne s'étaient jamais vus, cependant, pour la simple raison que Jasper Gwyn avait décidé qu'il ne serait jamais père, sous aucun prétexte. Il était capable de l'affirmer avec la plus grande douceur et la plus grande fermeté. Et il lui raconta une autre chose.
il y avait au moins 2 autres livres de Jasper Gwyn qui circulaient dans le monde. Mais pas sous son nom, hein, et naturellement, il n'allait pas s'amuser à lui dire lesquels. Pour finir, Tom lui avait pointé son stylo-bille sur le front en faisant un bruit avec sa bouche comme un souffle. C'était un effaceur de mémoire. Il lui avait expliqué « Tu ne sais rien ». Elle avait pris le téléphone portable et était allée à la laverie. Elle en voyait très bien cet homme assis au milieu des machines à laver, élégant, les mains oubliées sur ses genoux. Elle avait cru voir une sorte de divinité parce qu'elle était encore jeune et que c'était la première fois qu'elle le rencontrait. À un moment donné, il avait essayé de dire quelque chose à propos de Tom et d'un frigo, mais elle avait du mal à se concentrer parce qu'il parlait sans regarder dans les yeux, et avec une voix qu'elle avait l'impression de connaître depuis toujours. À présent, cet homme était là, son torse maigre, ses bras secs, ses pieds nus l'un sur l'autre, une élégante carcasse animale, majestueuse. Rebecca mesura quelle distance on est parfois amené à parcourir et combien sont mystérieux les chemins de l'expérience qui peuvent un jour vous faire asseoir sur une chaise nue et vous soumettre au regard d'un homme qui a trimballé sa folie pendant de longues années jusqu'à lui donner sens et en faire un refuge pour lui et pour vous. Il lui vint à l'esprit que chaque page qu'elle avait lue de cet homme constituait déjà une invitation à le rejoindre dans ce refuge. Et qu'au fond, rien ne s'était passé depuis lors, absolument rien. Peut-être un lent alignement de corps toujours retardé. À partir de cette séance, Jasper Gwyn se mit à travailler vêtu uniquement d'un vieux pantalon de mécanicien. Il avait aussi un petit air de peintre fou, qui ne gâcha rien. Encore quelques jours passèrent, et un après-midi, une ampoule s'éteignit. Elle s'éteignit sans hésitation, et silencieuse comme un souvenir. Rebecca se tourna pour la regarder. Elle était assise sur le lit. Ce fut une sorte d'imperceptible frémissement d'espace. Elle eut une bouffée d'angoisse, incontrôlable. Jasper Gwyn lui avait expliqué comment tout cela se terminerait, et maintenant elle savait que ce qui allait arriver, mais elle ignorait avec quelle rapidité ou quelle lenteur. Depuis longtemps, elle ne comptait plus les jours et elle n'avait jamais voulu réfléchir à ce qui l'adviendrait après. Elle avait peur d'y réfléchir. Jasper Gwyn se leva, marcha jusqu'à se placer sous l'ampoule éteinte et l'observa avec un intérêt presque scientifique. Il ne semblait pas inquiet, il devait se demander pourquoi celle-là. Rebecca sourit. Elle se dit que si lui n'avait pas peur, elle n'aurait pas peur non plus. Elle s'assit sur le lit et de là, vit Jasper Gwyn tourner dans l'atelier, tête baissée, s'intéressant pour la première fois à ces bouts de papier qu'il avait fixés au sol et n'avait plus jamais regardé. Il en ramassa un, puis un autre. Il retirait l'épingle, prenait le papier, le mettait dans sa poche et allait poser l'épingle sur le rebord d'une fenêtre. Toujours le même. Il était tout absorbé à sa tâche et Rebecca se rendit compte qu'elle aurait très bien pu s'en aller. Il ne s'en serait probablement pas aperçu. Quand s'éteignit la deuxième ampoule, ils se tournèrent ensemble pour la regarder un instant, Aurélie qui Guettait les étoiles filantes dans un ciel d'été. À un moment donné, Jasper Gwyn sembla se souvenir d'une chose et elle a baissé le volume de l'enregistrement de David Barber, la main sur le bouton. Il gardait les yeux rivés sur les ampoules. En quête de symétrie,
connard, le petit ami, qui vient vouloir partir. Juste quelques jours, elle dit qu'elle avait besoin d'être seule pendant un temps. Et je vais où demanda le connard. Où tu veux, répondit-elle. Le lendemain, elle n'a pas travaillé chez Tom, elle avait pris conscience qu'elle était en train de terminer quelque chose et entendait le faire bien, s'y consacrer pleinement. Une idée similaire avait dû traverser l'esprit de Jasper Gwyn, parce que lorsqu'elle entra dans l'atelier cet après-midi, Rebecca découvrit les restes d'un dîner par terre dans un coin et comprit que Jasper Gwyn n'était pas rentré chez lui la veille au soir. Il ne rentrait plus avant que tout soit terminé. Elle se dit qu'il était tellement exact, cet homme. De temps en temps, en marchant, elle passait dans les taches d'ombre, comme pour tenter de disparaître. Jasper Gwyn la regardait alors, laissant agir l'obscurité. Puis il replongeait dans ses pensées. Il semblait heureux, tranquille, au milieu des restes de ses dîners parasés, les cheveux ébouriffés par les nuits passées à même le sol. Rebecca l'observait et se disait qu'il était irrémédiablement délicieux. Dieu sait s'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Il était impossible de lire sur son visage la moindre satisfaction, pas plus qu'une déception quelconque. Il affichait juste une concentration fébrile mais maîtrisée. Il restait encore quelques notes par terre à ramasser. Il les froissait, les glissait dans sa poche, tournant le regard vers les ampoules à l'instant où elles abdiquaient. À un moment donné, il alla s'asseoir à côté d'elle sur le lit, et comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, il se mit à lui parler. Vous savez, Rebecca, je crois avoir compris une chose. Elle attendait la suite. Je pensais au départ que le silence était absolument nécessaire. J'ai la hantise des bavardages. Je pouvais imaginer bavarder avec vous, et puis je craignais que ça tire à la psychanalyse ou à la confession. Une perspective lassante, vous ne trouvez pas? Rebecca sourit. Comment voyez-vous, je me trompais. Il marqua une courte pause. La réalité, c'est que si je veux vraiment faire ce métier, je dois accepter de parler, ne serait-ce qu'une fois, ou deux maximum, au bon moment, mais je dois être capable de le faire. Il leva les yeux vers Rebecca. À peine. Elle fit oui de la tête. Elle était complètement nue, assise à côté d'un homme en pantalon de mécanicien, et la situation lui paraissait on ne peut plus naturelle. La seule chose qu'elle se demandait était en quoi cela pouvait être utile à cet homme. D'ailleurs, avant qu'il soit trop tard, j'aimerais vous poser une question. Allez-y. C'est dans ça. Elle réfléchit, répondit. C'est des questions sur le rire et les larmes. Il échangeait encore un peu, puis il posait une autre question qui concernait les enfants. Le fait d'avoir des enfants. Et une autre sur les paysages. Il parlait à voix basse, calmement, jusqu'à ce qu'il copine du chef et se lève. Merci, dit-il. Il ajouta que ça n'avait pas été si difficile. Il faisait mine de s'adresser à lui-même. Toutefois, il se tourna vers Rebecca comme s'il attendait une forme de réponse. Non. Cela n'a pas été difficile, dit-elle alors. Elle dit que rien en ce lieu n'était difficile. Jasper Gwyn alla baisser le volume de la musique. Et la boucle de David Barber fut comme absorbée par les murs, ne laissant qu'un vague sillage derrière elle, dans la lumière fragile des dernières ampoules. La dernière, ils l'attendirent en silence, le 36e jour de cette étrange expérience. Quand 20 heures sonnèrent, il leur sembla évident qu'ils allaient patienter ensemble, car plus aucune temporalité ne comptait en dehors de celle
inscrite dans les filaments de cuivre. À la seule lueur des 2 dernières ampoules, l'atelier était déjà un trou noir, encore animé par 2 pupilles de vie. Et lorsqu'il n'en resta qu'une, la vie n'était qu'un frémissement. Il l'observait de loin, sans oser s'approcher, comme s'il craignait de la souiller. La nuit tomba et elle s'éteignit. À travers les fenêtres occultées filtrait la lumière Suffisante pour dessiner le contour des choses, mais pas d'emblée, juste pour l'œil habitué à l'obscurité. Tout semblait figé, hormis eux deux qui résistaient encore vivants. Rebecca n'avait jamais éprouvé une telle intensité. Elle se dit qu'à cet instant, n'importe quel geste aurait été inapproprié, et en même temps, elle comprit que le contraire était vrai aussi, à savoir qu'à cet instant, il était impossible de faire un geste déplacé. Ainsi, elle imagina un tas de choses, et pour certaines, elle avait commencé à les imaginer beaucoup plus tôt. Soudain, elle entendit la voix de Jasper Green. Je crois que je vais attendre ici la lueur de l'aube, mais vous, bien sûr, vous pouvez partir si... Maintenant, avec... Il y avait une sorte de douceur dans sa voix, susceptible d'évoquer également le regret. Alors Rebecca s'approcha de lui et lorsqu'elle trouva les bons mots, dit qu'elle aimerait attendre là, à ses côtés simplement. Mais Jasper Green ne dit rien, et elle comprit. Elle se rhabilla lentement pour la dernière fois et s'arrêta devant la porte. Je suis persuadée que je devrais dire quelque chose de spécial, mais pour être sincère, il ne me vient rien du tout. Jasper Green sourit dans le noir. Vous n'osez pas choisir un problème. Se saluèrent, se serrant la main, et cela leur parlait à tous les deux d'une justesse et d'une stupidité immorale. Jasper Green mit 5 jours à rédiger le portrait. Il le fichait lui sur son ordinateur en sortant de temps en temps pour marcher un peu ou manger quelque chose. Il avait décidé de donner le portrait à Rebecca. Il donna rendez-vous à un jeune parc dans cette allée où, en quelque sorte, tout avait commencé. Il avait avec lui la chemise contenant 7 pages imprimées. Il attendit assis sur un banc avec lequel il entretenait une certaine familiarité. Il ne s'était pas revu depuis l'épisode de la dernière ampoule dans le noir. Rebecca arriva. Excusez-moi pour le retard. Il prit la chemise et lui tendit. Voici votre portrait. Je l'ai lu. Il y avait un paysage. À un moment donné, un paysage en 4 lignes. Eh bien, je suis ce paysage. Et croyez-moi, je suis toute cette histoire. Je suis les bruits de cette histoire, son rythme et son atmosphère, chaque personnage de cette histoire. Mais je suis aussi, avec une exactitude déconcertante, ce paysage. Je l'ai toujours été, et je le serai toujours.
à Alain de s'être prêté à s'être improvisé avec moi et de m'avoir suivi dans cette aventure. Je voudrais aussi remercier Nicole de nous avoir super bien accueillis aujourd'hui et tout ça. Et je voudrais remercier Alexandre qui nous a aidés à faire ces petites lumières. Et puis je voudrais remercier Sylvain qui m'a aidé à faire tout ce travail de panneaux, de lumière et de boîtes. Voilà. Je vous remercie d'être venu aussi. Et puis je voulais vous dire que Ah. Et donc vous pouvez retourner voir en fait, et puis si vous avez envie de partager des choses, voilà, poser des questions, comprendre pourquoi si ça n'a pas été clair parce que je l'ai mis sur le. Enfin, j'ai écrit quelque chose autour de ça et puis c'est aussi dans une des petites boîtes là-bas. Mais si vous avez envie de parler, vous pouvez. On est obligé. Bon, très bien. Non, mais c'est un peu la musique était de John Cage. Très très chaud, je vais enlever ça. Okay. Non, mais juste, les gens connaissent ce livre. Oui, c'est un livre que j'ai devant moi. Pardon? J'adore ce livre, voilà. Super. Très bien, c'est intéressant. Oui, une question justement par rapport dans le livre, l'histoire de Barbara et la rencontre de Barbara et de Barbara, Rebecca été racontée, on doit dire, vous avez choisi de prendre l'histoire à un endroit où on savait déjà des choses sur elle. Ah, c'est une question? Non, pourquoi vous avez gommé ces idées de départ ayant lu le livre, moi ça m'est revenu après qu'on avait eu une impression, on savait que son mari, son copain n'était pas quelqu'un de très bien, c'est même assez développé en fait, l'histoire de Rebecca avant, c'était pas seulement. Et c'est quoi ta question? Pourquoi vous avez éliminé forcément ça? Ça peut avoir éliminé, mais est-ce que vous avez peut-être une raison qui est passée à laquelle je pense fait que vous le... En fait, on a essayé d'éliminer tout ce qui nous sortait de cet atelier, de cette expérience ensemble. Donc, et en même temps, on aimait qu'il y ait encore des petites choses qui soient dans l'air. Ce connard, il fallait qu'il y soit, parce que quelque part, c'est aussi ce qui conditionne le fait qu'elle soit là et qu'elle soit dans cet état-là aussi. Donc vraiment, on a essayé vraiment en très peu de temps de trouver une manière de rester dans cet ex-voto en fait. Merci d'être venu. Voilà, donc c'était ça l'idée. Non, à noter aussi qu'après, on a eu beaucoup de spectacles contemporains, par exemple, même si celui-là ne prétend pas en être un, mais beaucoup de théâtre contemporain, dès qu'il y a un mot d'argot, genre connard, ça détend tout le monde. J'ai remarqué que dans les salles les plus intellectuelles, quand il y a un gros mot ou un truc un peu ennuyé, tout le monde se marre. Ouf. Donc, connard, on n'allait pas l'enlever, c'était pas. Ça n'a aucun intérêt de savoir que ton copain est un connard. Oui, c'est vrai. Mais c'est le sujet. Aussi. Pardon d'être trivial. Non. Mais c'est vrai qu'en faisant la lecture, il y avait beaucoup plus de choses au début et vraiment on a coupé pour être vraiment dans cet ex-voto. C'était ça. L'important, c'était vraiment l'idée de l'atelier et de deux, quoi. Juste entre eux, qu'est-ce qui se passe? Et ce lieu, cette musique, ces ampoules. Vraiment comme une boîte, quoi, comme un... Moi, j'ai bien aimé justement parce que quand moi je l'ai lu, j'ai vraiment lu le Monsieur Green. Et là, c'était elle, en fait. Le focus, c'était sur... Oui, c'est vrai, du coup. Et c'est vrai. C'est bien. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a plein de détails. C'est son point de vue d'un seul coup, presque, comme elle est centrale, effectivement.